Cela fait 40 ans qu'il sillonne la planète, qu'il va à la rencontre des peuples anciens, les Inuits, les aborigènes, les Bushmen, pour ne citer qu'eux. Ils sont menacés de disparition. Alors, Wade Davis, rebonjour. Vous êtes anthropologue. Alors, vous signez un livre plaidoyer pour ne pas disparaître aux éditions Albin Michel. Alors, la biodiversité est en danger, on le sait. Mais alors, vous nous rappelez que la diversité culturelle est elle aussi en danger. Cela explique ce livre ? Yes, absolutely. You know, biologists would never say that 50% of all On pourrait vous dire species que 50% des espèces sont menacées d'extinction. Ce n'est pas tout à fait vrai. C'est pourtant stressant que de penser à cela, mais en réalité, la diversité culturelle, elle, est très menacée. Et nous avons un indicateur qui est celui de la perte de langue. Lorsque vous êtes né, il y avait 7000 langues parlées à la surface de la Terre. La moitié de ces langues ne sont pas enseignées aux enfants. La langue, ce n'est pas simplement le vocabulaire et la grammaire. La langue, c'est le support d'une culture dans le monde matériel. Donc nous vivons une époque où la moitié du patrimoine, de la connaissance de l'humanité est en train d'être perdue. Alors vous parlez d'ethnosphère. Est-ce que vous pouvez nous définir ce qu'est cette ethnosphère ? Oui, c'est moi qui ai inventé ce terme. C'est un néologisme qui décrit le tissu de la présence humaine sur Terre. Et la définition de l'atmosphère, c'est la somme de toutes les réflexions, les rêves, les mythes, les intuitions, les inspirations que l'imagination humaine a créées depuis le début de la conscience humaine. Nous passons tant de temps à nous préoccuper des espèces biologiques, mais il faut également être préoccupé par notre propre patrimoine en tant qu'espèce. Alors, on voit justement ces images que vous avez prises quand vous êtes parti à la rencontre de tous ces peuples qui vous accueillent, qui vous confient aussi leur rites, leur rites sacrés. C'est difficile ou c'est facile d'être au contact d'eux et d'avoir accès à tous ces secrets ? On pense que l'anthropologue observe l'exotisme, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Tous ces films, tous ces documentaires, toutes ces études sont l'objet d'une collaboration entre ces peuples et nous, chercheurs. On travaille ensemble pour se poser la question qui est de savoir dans quel monde nous voulons vivre. Est-ce que nous voulons un monde de monotonie ou alors voulons-nous un monde de diversité ? Et la grande leçon que l'on peut tirer de tout ça, c'est que toute culture a quelque chose à exprimer au conseil de la sagesse humaine. Toute culture a une intuition quant à l'aspect vivant de la culture. Toute culture n'est pas une tentative échouée à la modernité ou une tentative d'occidentalisation. Chaque culture est une réponse à la question que de savoir ce que c'est que d'être humain et vivant. Lorsqu'on répond à cette question, partout dans le monde, on le fait dans 7000 langues. Et ces réponses collectives deviennent notre répertoire humain pour faire face à tous les défis que nous devons relever, nous, espèces humaines, dans les siècles à venir. Oui, et d'où aussi le rapport à la terre, à la nature, qui est très fort dans ces peuplades anciennes et qui est beaucoup moins fort chez nous, même si on a conscience qu'il faut préserver la planète. Oui, absolument. Par exemple, nous infligeons des choses à la Terre parce que nous pensons que la Terre est inanimée, qu'elle n'est constituée que de ressources qu'il faut exploiter. Mais ce n'est pas du tout ce que font d'autres cultures. Et la plupart des gens dans le monde pensent que la Terre est animée, vivante, et qu'elle réagit aux désirs de l'homme. Mais les êtres humains ont évidemment des obligations envers la Terre. Et cela a des conséquences très profondes parce qu'un enfant qui grandit en Canada ou en France et qui pense qu'une montagne n'est qu'un tas de pierres aura une relation différente avec la montagne qu'un petit Péruvien qui voit en la montagne une déesse ou un dieu. Et il ne s'agit pas de savoir qui a raison, qui a tort. Il s'agit de voir que nous avons différents systèmes de croyances qui ont des conséquences différentes sur l'empreinte écologique qu'a la culture sur le monde naturel. Vous combattez quand même cette uniformisation. On a l'impression vraiment que les Occidentaux, notamment, ont une vision de la vie et ils veulent que tout le monde ait cette vision. Et c'est ce que vous dénoncez dans ce livre. Oui, et l'une des raisons pour lesquelles je crois que le problème est si important, c'est que, ça apparaît dans votre journal d'ailleurs, la culture, ce n'est pas quelque chose de moindre importance, ce n'est pas décoratif, il ne s'agit pas de chansons ou de prières rituelles, non, la culture c'est des valeurs morales, des valeurs éthiques pour garder au loin le barbarisme et
Il y a dans tous les êtres humains de la vie. C'est la culture qui nous permet de comprendre les sensations, de trouver un ordre dans l'univers, là où il n'y en a pas. Nous devons trouver ce qu'il y a de mieux dans l'être humain. Et l'anthropologie nous montre que lorsqu'une culture disparaît et lorsque les contraintes d'une tradition se perdent, l'individu dérive dans un monde d'incertitude. Et le résultat, c'est l'anarchie. Donc la culture, encore une fois, ce n'est pas simplement quelque chose de peu important, c'est la cohésion de l'ensemble de la société humaine. Et il faut prendre un exemple peut-être, les Inuits, eux, ils ont réussi à garder leur culture, mais ils sont dans la vie moderne. Et ça, pour vous, c'est le bon exemple ? Oui, c'est un exemple merveilleux parce que on ne parle pas du traditionnel à l'opposé du moderne. Il ne s'agit pas de mettre les gens dans un glacis, des spécimens zoologiques auxquels on voit, pour ne pas les laisser accès à la modernité. Il faut que tout le monde bénéficie de la science et de la modernité sans avoir à renoncer la culture. Et s'agissant des Inuits du Groenland, si vous allez leur rendre visite dans leur village du Nord, ils ont des DVD, ils ont des logements magnifiques, ils ont des téléphones portables, mais ils ont pris la décision de ne pas utiliser des snowmobiles parce qu'ils ont bien compris que les chiens constituent l'élément culturel important. Les chiens, lorsqu'on s'en sert pour se déplacer ou pour chasser, eh bien, ça vous libère de l'économie qui repose sur l'argent et ça préserve l'identité culturelle parce que le fait d'être avec les chiens, de vivre avec les chiens, de chasser avec les chiens, c'est ce qui fait des enfants des vrais Inuits. Et brièvement, pourquoi vous avez décidé de devenir anthropologue pour l'amour des autres ? Ça c'est assez rigolo. En réalité, c'est parce que je ne parle pas bien français. Moi, j'ai grandi au Québec à une époque où les francophones et les anglophones ne s'adressaient pas la parole. Et ma communauté anglophone se trouvait tout proche d'un village francophone. Et à l'âge de 3 ou 4 ans, j'étais sur le trottoir et là, il y avait une rue. Et de l'autre côté de la rue, on parlait une autre langue. Il y avait une religion différente. Les gens vivaient de façon différente. Ça me fascinait. Et j'étais fasciné par la voix anglophone que j'entendais de ma société qui me disait il ne faut pas traverser la rue. Tout au long de ma vie, pendant 40 ans, je n'ai fait que traverser cette rue de manière répétée. Merci Wade Davis, c'était vraiment passionnant. Merci d'être venu sur le plateau TV5. Je rappelle le titre de votre livre Pour ne pas disparaître. C'est aux éditions Albin Michel et vous serez au Festival Étonnant Voyageurs à Saint-Malo en France. Merci encore d'être venu sur notre plateau.